Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomoteur inspirante avec du panache, est une sacrée fonceuse. Outre le fait qu'elle parle 4 langues, dont entre autres le cantonais, au cours de sa vie, elle a été joueuse de basketball, danseuse de ballet classique, mannequin professionnel, chroniqueuse et à cela ajouter qu'elle est animatrice de la météo à TVA depuis les 12 dernières années. Depuis l'an dernier, elle est une prolifique blogueuse. En ce moment, elle complète un certificat en journalisme. Elle est conjointe d'un comédien très connu et mère de 2 enfants. C'est pas pour rien que ses amis l'appellent la tornade rousse. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Léna, tout de suite, on va régler ça, OK? Quoi donc? On va se concentrer, on va respirer, on va se calmer. Hey, merci pour cette belle introduction. Ça me fait tellement plaisir. C'est extraordinaire. Toi et moi, c'est la première fois qu'on va échanger aussi longtemps. Oui. On se connaît peu, donc chacun de nous allons aller dans des zones peu connues. Exact. C'est correct? Et moi, je suis pas habituée de donner des entrevues parce que d'habitude, je suis de l'autre côté. Vrai. Je les fais. Tu poses des questions. Donc, j'ai hâte de voir. Okay. Qu'est-ce qui t'a empêché pendant toutes ces années de donner ce genre d'entrevue-là? C'est juste parce qu'on ne te l'a pas demandé? Bien, en fait, on me l'a pas vraiment demandé. On m'en a demandé pour des magazines, mais pas vraiment à la télévision. Puis aussi, c'est une petite gêne. Je suis pas habituée de parler de moi. Je suis habituée de faire parler les autres. Je suis entourée de gens qui ont des grosses carrières. Moi, je fais la météo, donc... J'aime bien faire parler les autres. Je suis toujours curieuse. Donc, ça m'étonne toujours qu'on s'intéresse à moi. OK. On va tout de suite tasser le sujet. Tu es la conjointe de Marc Messier, qui lui-même est quelqu'un d'assez discret dans sa vie. Exact. Oui. Donc, des entrevues de couple, ça vous est jamais arrivé comme ça? En fait, on s'en est fait demander beaucoup. Et pour plusieurs raisons, Marc m'a toujours dit de garder notre vie privée. Même chose avec les enfants. Tu sais, moi, je les montre un petit peu sur mon blog, mais on ne fait pas d'entrevue de famille non plus. Puis je respecte ça. J'ai appris, en fait, avec les années, je comprends pourquoi. Quand tu laisses les gens pénétrer chez vous, ils s'attendent toujours à ce que tu leur en donnes plus, puis que tu leur appartiens. Moi, je dis qu'on met la main dans le tordeur un peu, d'une certaine façon. T'as compris. Donc, c'est ça, on se garde une discrétion pour ce qui se passe à la maison. Par contre, sur des tapis rouges, on peut en donner des entrevues. Lui, sur sa carrière, ses projets, la même chose. Et moi aussi, j'en donne aux magazines... aux journaux comme ça, quand c'est pour parler de ma carrière. OK. Donc, vous êtes ensemble depuis quoi? Vous connaissez... 15 ans. 15 ans. Vous avez 2 enfants. Oui. Maintenant, on a tassé ce sujet-là. Moi, je veux parler de toi. Oh! C'est de toi. Et d'ailleurs, je te dirais que c'est parti de cette idée-là en me disant, cette fille-là, je l'ai croisée souvent dans ma carrière, mais je connais très peu de choses. Puis on te voit tous les fins de semaine à TVA faire la météo. Bien, je ne fais plus tous les week-ends, mais j'y vais de temps en temps encore. OK. Là. Mais effectivement, tu sais, Mais sais-tu, partout où j'ai fait mes recherches par rapport à toi, le mot qui est revenu, que je l'ai dit en début, c'est fonceuse. Oui. T'es une fonceuse. Oui, exact. Grandi à Montréal-Nord? Né à Montréal-Nord, déménagé à Rivière-des-Prairies, c'est ça. Famille modeste, correct? Oui, tranquille. Ouais. Petite enfance tranquille. Papa travaillait chez Bell, maman restait à la maison. Exact. T'as un jeune frère, plus jeune que toi, de 3 ans. Oui, exact. C'est un ingénieur? Oui, ingénieur en informatique. Il s'appelle Éric comme moi. Éric comme toi, je suis habituée au Éric. Comment je te dirais, une étudiante studieuse, à ce que tu m'as dit. Absolument. En fait, j'ai une très bonne mémoire, donc j'avais beaucoup de facilité à l'école. Par contre, j'étais pas studieuse. J'étais dans le genre à être dans le cours de maths puis faire mes devoirs de français. Puis quand je revenais à la maison le soir, tout le monde avait des sacs d'école, des sacs à dos bien remplis. Puis moi, je revenais à la maison avec rien. T'avais déjà tout fait, quoi. Ma mère, elle me disait, comment ça que tes amis ont des devoirs, pas toi? Je les ai déjà faits à l'école, maman. Puis j'arrivais avec des notes excellentes, donc je ne peux pas me faire chicaner. Donc, j'étais quelqu'un qui avait de la facilité à l'école, mais malheureusement, j'ai pas appris à étudier à cause de ça. Donc, j'ai pas été... j'ai pas eu cette discipline-là. C'est ça, donc. Puis quand je suis arrivée au cégep, là, j'ai trouvé ça difficile parce que quand tu n'as pas de méthode de travail, méthode d'études, tu arrives à des études un peu plus élevées, puis là, tu te rends compte que tu as un manque. Ça fonctionnait plus aussi bien d'apprendre dans les autres cours. Ceux qui t'ont connu à cette époque-là, est-ce qu'ils se souviennent de toi, Lynn Sainte-Marie, ou tu essayais plutôt d'être discrète?
J'avais un côté... Je suis très timide, hein? Je suis très timide, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Je travaille encore très fort. Encore très fort aujourd'hui. Il y a des côtés de moi qui ont une grosse confiance. Je suis fonceuse. Oui. Mais en même temps, j'ai toujours la petite voix qui a peur, là, tu sais. Donc, j'ai ces deux aspects-là dans moi. C'est très difficile, cancer ascendant bélier, tu sais. Je suis toujours comme en confrontation avec moi-même. En dualité, exactement, c'est le bon mot. Puis les gens se souviennent de moi comme une fille timide. Par contre, quand il y avait des spectacles à l'école, moi, j'organisais les troupes de danse, puis je faisais les chorégraphies, puis je bookais mes danseuses, puis j'installais tout le monde. J'ai un côté très organisateur aussi, puis qui aime monter des projets. Ça me vient vraiment de mon enfance. Donc, je suis fondamentalement... C'est maman qui était de même ou c'est papa? Mon père. Ton père? Oui, ma mère est vraiment très discrète. Mon père, il travaillait dans les élections, il coachait des équipes de hockey. C'est un monsieur très social, qui parle à tout le monde. Il a travaillé en politique aussi comme organisateur. Donc, c'est quelqu'un qui est très sociable. Puis qui a travaillé chez Bell, qui a fait rentrer sa fille chez Bell. Oui, très jeune. Tu aurais pu avoir une longue carrière chez Bell. Puis un jour, tu as décidé que c'était pas pour toi. Oui, en fait, je suis rentrée chez Bell à 15 ans. Wow. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'employé aussi jeune. Je pense que j'avais même pas le droit. Non, mais je pense que c'est 16 ans, la Oui, exact. Ouais. Mais je voulais absolument être indépendante puis gagner ma vie. J'ai ça en moi. J'aime pas dépendre des autres. Donc, je suis rentrée très jeune. J'étais au service de réparation. J'ai appris à parler l'anglais. Je dealais avec des adultes. J'adorais ça parce que j'étais dans un monde d'adultes. Mais 15 ans, t'étais un flou à 15 ans. Exact. Mais j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis ça me faisait dépasser mes limites, tu sais. Puis un jour, c'est parce que j'ai commencé à faire de la télé. J'étais encore aux études. Puis j'ai commencé à faire... Tu faisais où à ce moment-là? Bien, j'ai commencé à faire... j'ai toujours été attirée par la télé. Quand j'étais petite, je regardais la télé puis je voulais être dedans. Fait qu'il y avait des concours où il fallait, par exemple, écrire des paroles de musique sur une chanson à la télé, puis j'envoyais ça, moi, par la poste. Fait que t'étais fascinée par le monde de la télévision. Absolument. Puis j'ai fait du ballet classique parce que je rêvais de faire de la télé. Ma mère m'avait fait entrer vers 7 ans dans une troupe de ballet, une école où des gens faisaient aussi de la pub. Moi, j'aurais voulu être à la télé quand j'étais petite, puis je suis contente de ne pas l'avoir fait, puis je voudrais pas que mes enfants le fassent, mais c'est en moi depuis que je suis petite. C'est drôle d'avoir à la fois un côté si timide et si extroverti aussi. Bien, j'ai besoin de m'exprimer. Moi, j'ai besoin de communiquer. C'est vraiment un besoin. Il y a des gens qui veulent faire de la télé pour être connus. Moi, c'est totalement un besoin fondamental de partager, de m'exprimer, de monter des projets. Puis en même temps, j'aime pas être trop vue. C'est spécial parce que ça va ensemble, tu sais, à quelque part. Mais, puis comment as-tu abouti, une fille que tu me décris comme étant extrovertie, mais en même temps qui aime ça, se faire voir, sur un catwalk, ou en fait, ce qu'on appelle... C'est quoi? C'est une passerelle? Une passerelle. Pour devenir mannequin, et éventuellement même mannequin professionnel. Bien, écoute, un jour, j'ai entendu à la radio à CKMF qu'il y avait un concours de Miss Teen Montréal. Puis là, je suis comme, oh, wow, ça m'allume. Là, t'as quel âge? Parce que là, t'es J'avais teen. comme 16 ans. C'est ça. J'avais 16 ans. Puis j'ai appelé, je suis allée participer. Donc, il fallait faire une performance artistique. Moi, j'ai dansé du ballet. Il fallait parler devant les gens, devant une salle, tout ça. Puis je suis arrivée deuxième, je pense, à ce concours-là. Et ça m'avait vraiment comme allumée sur le fait que j'aimais être devant le public. J'avais déjà fait des spectacles de ballet classique. Donc, ça m'a confirmé ça. Puis après, j'ai participé à Miss Montréal, puis c'était Dominique Dufour qui l'organisait. Dominique Dufour, qui était une Miss Canada puis qui avait une agence de mannequins. Puis elle m'avait dit, tu devrais être mannequin. Et là, j'ai vraiment commencé à penser que je pouvais peut-être être mannequin. J'étais très grande et maigre. J'avais toujours été complexée parce que j'étais grande et maigre. Mais là, enfin, ça pouvait servir à quelque chose. Oui, bien, au basket, ça m'avait servi. Puis ça pouvait servir encore une fois. C'est vrai? On est tous Tu mesures combien, au juste? 5 pieds 9 et demi. OK. Donc, à mon époque, j'étais très grande. Oui, tu dépassais d'une tête, en tout cas, à tout le J'étais la fille qui dansait pas de slow dans les parties parce qu'il n'y a aucun gars qui voulait danser avec moi parce que j'étais trop grande. Bon. Sinon, il arrivait ici. C'était pas de mauvaise affaire pour les gars, là. Mais tu sais, ça complexe à l'adolescence. Donc, tu fais des photos ici, publicité, j'imagine? C'est comme ça que ça commence, ta carrière de mannequin? En fait, j'ai commencé par prendre un cours. Il y avait des cours qui se donnaient à l'époque chez Audrey Morris. J'ai fait un cours. Qui était une bonne agence. Qui était une bonne agence à l'époque, qui n'existe plus depuis longtemps. Puis j'ai commencé à travailler comme mannequin, tranquillement, tu sais, en allant au cégep. Après ça, à l'université. Puis là, t'étudiais en quoi à ce moment-là? Bien, au cégep, j'étais en sciences pures parce que j'étais bonne à l'école. Puis moi, je m'en allais en médecine. J'avais vraiment T'avais une fibre donneuse, en fait? En fait, c'est parce que je m'étais déchiré un ligament quand je jouais au basket, puis j'ai beaucoup fréquenté les cliniques de physiothérapie, médecine sportive, tout ça. Puis je m'étais dit, moi, j'aimerais ça être en médecine sportive. Mais là, rendu au cégep, j'ai commencé à aimer les gars, à aimer travailler, gagner des sous, et à moins m'intéresser à mes études. J'avais pas de méthode de travail. Là, j'ai commencé à avoir de moins bonnes notes. J'ai quand même fait mon DEC en sciences pures. Puis rendu à l'université,
je savais plus en quoi m'en aller. Parce que là, j'ai fait comme non, je veux pas être en médecine, finalement, je veux pas travailler dans cet environnement-là. Pour moi, c'est trop déprimant. C'était trop carré, quoi. Oui, trop carré. Puis aussi, c'est ça me prenait quelque chose de plus positif. Bien, c'est positif, la médecine, mais quelque chose qui est plus artistique. Et j'ai essayé de rentrer en communication à l'UQAM, mais c'était très contingenté à l'époque. Puis c'était le seul programme en communication. Et il y avait des gros examens épais à remplir, puis c'était très axé politique. Puis moi, je suis zéro politique. Je suis plus maquillage, mode, tout ça. Bien, zéro politique à cette époque-là. Donc, je n'avais pas réussi à faire mon entrée à l'UQAM en communication. Et finalement, pendant 2 années, j'ai changé d'orientation à chaque session. Et là, je me suis dit, bon, je perds mon temps, je ne sais pas dans quoi étudier. Et quand j'aime étudier, je mets mon 100 j'étudie. Là, j'ai eu des offres pour aller travailler à l'extérieur du pays comme mannequin. Puis j'ai commencé à faire ça. Et l'extérieur, c'est où? Bien, je suis allée à Paris en premier. Wow! Donc, je me suis fait recruter par des agences à Tokyo, en Allemagne, à Paris. Là, t'es jeune, t'as quoi, début 20 ans? J'avais 20 ans. 20 ans? Mais c'est vieux pour une mannequin, parce que les filles commencent bien plus jeunes que ça. Je suis débarquée à Paris à 21 ans et j'étais la plus vieille de l'agence, puis qui commençait en plus. Tu n'avais jamais mis les pieds à Paris, sûrement? Ben non, parce qu'on voyageait pas quand on était jeune. C'est ça. Alors, je me suis ramassée à Paris, qui a été toute une expérience. Et ça, c'est tout un marché compétitif. C'est très, 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 très difficile. Puis c'est beaucoup, beaucoup de monde de partout. Puis il faut peser 120 livres. Bref, j'ai pas vraiment trippé sur l'expérience. Mais ça, là, c'est vraiment des défilés sur une passerelle? Oui, ça, c'est le gros marché international qui mène vers New York, tout ça. Donc, je suis pas restée si longtemps que ça parce que ça me convenait pas. Je suis revenue à Montréal. Et là, j'ai commencé à faire aussi de la télé. Donc, j'ai fait vraiment un parcours... Tu as travaillé fort, c'est pour ça que j'ai parlé de fonceuse. J'ai fait plein de trucs. J'ai commencé à faire de la télé, c'est ça, puis ça m'a ouvert d'autres intérêts. Restons dans le domaine du mannequinat, excuse-moi. Ouais. L'Asie t'a ouvert ses portes. Oui, aussi. Tu as vécu en Asie, même à Hong Kong. Oui, je me suis ramassée à Hong Kong 6 ans de temps. J'avais un copain qui était rendu là-bas, puis j'avais 24 ans, en fait. Donc, ma carrière, j'avais beaucoup, beaucoup travaillé ici de Montréal, aller faire des shootings un peu partout pour les magazines d'ici, tout ça. Mais à un moment donné, mes copains qui étaient à Hong Kong, qui me disent « Tu devrais venir travailler à Hong Kong, il y a beaucoup de travail. Hey, » Hong Kong, c'est où, tu sais? Tu regardes ça, c'est la map. Là. Ah, c'est loin. C'est loin. Alors, je me suis ramassée à Hong Kong pour quelques semaines et j'étais vraiment dépaysée, totalement dépaysée. Je suis revenue à Montréal parce que je jouais dans un téléroman à l'époque. J'avais commencé à être comédienne aussi, dans l'heure du temps. T'avais-tu pris des cours de comédienne? J'ai pas vu ça dans ton parcours. Pas tout. Donc, autodidacte, là, on m'a offert, à un moment donné, je faisais des petits rôles à la télévision, de la publicité. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a offert un premier rôle dans l'heure du temps. J'étais avec l'agence Ginette Achan à l'époque. J'avais dit à Ginette, ben non, mais je peux pas être comédienne, je ne suis pas une comédienne. Elle m'avait dit, oui, Lynn, t'es capable d'être comédienne. Parce que beaucoup de ces comédiens et comédiennes sont des autodidactes, Marina. Exact. Exact. Donc, Marina Orsini, je dis Marina. Macha, Marina. Mais moi, je suis débarquée dans ce téléroman-là, puis je l'ai fait pendant 2 ans, mais je le sentais pas. Je ne suis pas une comédienne. Tu sais, tu le sens ou tu le sens pas? Tu avais le syndrome de l'imposteur, donc. Exact. Je recevais des textes, j'avais jamais vu ça, un scénario. Donc, je trouvais ça trop gros pour moi. J'avais le syndrome de l'imposteur, puis j'étais comme, non, c'est pas ça que je veux faire. Fait que t'es retournée en Asie? Je suis retournée en Asie, et là, je suis restée 6 ans parce que j'ai rencontré un gars là-bas. Je suis tombée en amour, puis je me suis développée un immense marché là-bas. Et j'ai commencé à voyager beaucoup, beaucoup, beaucoup là-bas. Donc, je faisais des contrats. J'allais en Chine pratiquement chaque mois. Dans les pays autour, Thaïlande, Philippines, je faisais beaucoup de photos pour les hôtels. Ils voulaient donc une Américaine pour faire une photo de couple, une caucasienne, exact. Donc, je me suis ramassée à voyager partout en Asie pour faire des shootings. Moi, j'étais plus une fille de magazine que de défilé. D'ailleurs, tu disais qu'à chaque fois qu'on te demandait de perdre du poids, t'en prenais. Ça, c'était à Paris. Ça, c'était parce que comme il faut être quasiment anorexique... Là, non, mais ça n'a pas d'allure. À Paris, tu arrives là, puis t'es en ligne, premièrement, quand tu fais un casting, ils te mettent en ligne pour un défilé, puis c'est... Reject. Très dur pour l'estime de soi. Tu arrives à l'agence, moi, comme j'avais comme un 10-15 livres de trop, à tous les matins, il fallait que j'aille me faire peser à l'agence, chercher mes castings. C'est humiliant. Puis à un moment donné, c'est que j'avais développé quasiment une psychose là-dessus. Là. J'étais complètement obsédée par mon poids. Fait qu'à chaque fois que je passais devant une chocolaterie à Paris, j'avais tellement faim que j'arrêtais, puis je m'achetais un gros coco. Un petit fixe de chocolat. Là, je m'étais ramassée après 6 semaines, grosse, avec des boutons. La jambe, je me dis, retourne chez vous. Je suis revenue chez nous en braillant. Es-tu resté blessée de cette époque-là par rapport à l'image? Parce que d'ailleurs, hier, je fouillais les terminologies dans le domaine des mannequins. Écoute, à un moment donné, il y en a un qui ressemble à un défilé de vaches. Il y a un mot qui ressemble à ça. Genre cow
C'était quoi? Une affaire de même? Bien, ils nous appellent les porte-manteaux. Il y a toutes sortes de connotations. Que c'est ça? C'est très difficile. Mais tu dois rester blessé de ça, non? En fait, non, parce qu'à un moment donné, quand tu sors de ce milieu-là, tu te rends compte comment c'était un peu malade. Là. Mais c'est que maintenant, j'accepte plus aucune critique par rapport à mon image. Je suis comme je suis. Tu revires le monde. Je prends 15 livres de plus YP. Oui, je suis bien comme ça. Genre, j'ai appris à m'en foutre pas mal de l'image. Tu sais, dans la vie, je te disais tantôt, moi, je me maquille jamais, je me coiffe pas, je suis habillée en mou. J'ai tellement vécu avec l'importance de l'image que maintenant, c'est plus important du tout, sauf quand j'ai une sortie ou que je travaille à la télé. Oui, c'est ça. Mais autrement, quelqu'un qui me dit, qui me fait une critique sur mon look, comme moi, j'oserais jamais critiquer quelqu'un sur son corps. On accepte tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a critiqué la semaine dernière, je te l'ai reviré pas à peu près. Ah oui, hein? Ouais, je ne le prends plus, moi non plus. Ben, moi non plus. T'es pas content, regarde ailleurs. C'est ça. Si je fais pas partie de tes standards, ben c'est ton problème à toi. Pas exact. Mais moi aussi, je suis rendue comme ça, puis j'ai vraiment... je trouve ça ridicule. Mais ça fait partie de la game quand tu travailles comme mannequin. Oui, maudit l'image. Puis à la télé aussi, hein? C'est on vrai. vieillit, on grossit. Le HD, on appelle ça de la haute démolition, mais particulièrement pour les femmes, c'est vrai, c'est plus dur. Oui, bien moi, je me regarde pas. J'ai trouvé le bon moyen. Hein? Tu sais, quand on fait la météo, on a une grosse TV chez nous, là, jamais je vais m'enregistrer, me regarder. Je préfère ne pas me regarder pour ne pas... Moi, je vais voir, évidemment, juste les défauts quand on se regarde. On entend les défauts, on voit les défauts. Donc, je me regarde pas. Même chose pour mon miroir chez nous. On vieillit, on a de la cellulite, Bien, je me regarde plus tout nu. Ça règle le problème. Puis, tu sais, c'est le passage des ans qui est normal. C'est la force d'attraction de la Terre, malheureusement, qui fait que tout descend. Rapidement, tu as tout fait un peu sur le tard, si je ne me trompe pas, ensuite. Parce que ce bout de ta carrière-là a retardé ce que tes copines ont sûrement fait avant toi. Je voulais faire Promédia, parce que j'avais commencé à animer au Salon de l'Auto, puis j'avais eu un vrai kick pour l'animation. Tu sais, comme je t'ai dit, c'est fun, l'animation. Être actrice, je ne le sentais pas. Animer, c'est... Prendre une foule, oui. Oui, parler au micro, tout ça, c'est fait pour moi. Donc, je voulais faire Promédia, mais ça a été retardé de 6 ans Promédia, à cause c'est une école de radio-télé, en fait. Exact. Donc, c'est ça. C'est les gens qui vont apprendre tous les métiers liés aux communications, radio, télé, tout ça. Et, bon, j'avais été acceptée à l'école par Pierre Dufault, mais j'ai retardé... Pierre Dufault. Merci. Oui. J'ai le même Alors, je suis entrée chez Promédia 6 ans plus tard que prévu parce que j'avais trop de fun à Hong Kong. Puis je faisais des sous, je voyageais, je tripais, puis je visitais, je voyageais. Ce qui était mon rêve dans la vie, de voyager. Puis évidemment, on ne peut pas voyager comme ça si on n'est pas né millionnaire. Ou si on a des enfants. Bien, ça, c'est plus tard, oui. Mais ça m'a permis vraiment de découvrir toute cette partie-là du monde. Et je suis rentrée à Promédia à 32 ans. Et ils m'ont dit en rentrant... T'as rendu compte que t'es ben trop vieille pour faire une carrière, mais on te prend parce que t'as du talent. Puis je leur ai dit, watch me, baby, l'année prochaine, je vais être à TV, moi. Et l'année d'après, j'ai été engagée par Daniel Ouimet sur Blablabla, ma première expérience télé. Et comme disent les Anglais, the rest is history. On continue à s'entretenir avec notre invitée, Lynne Sainte-Marie. Dans la thématique de cette émission qui s'appelle « On n'est pas pressé », il y a aussi « Avec ou sans pulpe ». Je demande à mes invités de me sortir 5 sujets dont ils aimeraient discuter. Ça a été un exercice difficile pour toi? En fait, il y a plein de choses qui m'intéressent. Puis je me disais de quoi j'ai envie de parler en entrevue, parce qu'il y a plein de trucs dans la société des sujets qui... Tu voulais pas être controversé. Exact. Puis j'avais pas envie d'embarquer dans des C'est pas parce que tu n'as pas d'opinion. J'en ai beaucoup d'opinions, mais j'ai pas nécessairement envie... Le goût de les partager. De les partager. Je fais très attention aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, j'ai mis des statuts politiques. Puis on se fait critiquer. Se fait ramasser, hein. Puis je me dis, bon, OK, on va éviter le sujet parce que j'ai pas envie de discuter avec monsieur, madame, tout le monde, que je ne connais pas, et d'avoir à me justifier par rapport à mes choix et à mes goûts et mes idées à moi. Donc, des sujets... plus neutres. Oui, c'est correct qui sont très importants pour moi. Tu sais que la majorité des gens ne me parlent pas des sujets chauds de l'actualité, mais vraiment des sujets plus près de leur vécu. Qui nous tiennent à cœur. Donc, toi, c'est ça que tu as fait aussi. Exact. Parlons d'abord de la famille. Famille que tu as eue un peu sur le tard. Oui, exactement. Écoute, c'est drôle parce que ma mère m'a eu à 19 ans. Donc, mes parents étaient vraiment très jeunes. Et moi, dans ma tête, à moi, de jeune fille, j'allais avoir des enfants avant 25 ans. Oui. Hein, pour faire un peu comme maman, là. Reproduire le pattern des parents. Et je me suis ramassée à revenir à Montréal à 32 ans de Hong Kong. Et je me suis dit, bon, j'aurai pas d'enfants, mais mon frère en avait 2, puis je m'occupais beaucoup. J'aimais ça aller les garder, j'aimais ça m'occuper. T'allais être une matante. Oui, exactement, j'adorais ça. Puis je me suis dit, c'est pas grave, j'aurai pas d'enfants, je vais m'occuper
des enfants des autres. Mais là, à un moment donné, j'ai rencontré Marc, qui avait déjà une fille de 14 ans quand je l'ai rencontré. Puis je pensais pas qu'il voulait avoir d'autres enfants. Mais c'est lui qui est arrivé avec cette idée-là à un moment donné, puis qui m'a dit toi, Lynn, j'imagine que tu voudrais des enfants. Puis j'ai Parce dit, que des femmes de cet âge-là, habituellement, qui n'en ont pas eu, souvent, c'est ce qu'elles veulent. Oui, exact. Mais moi, je m'étais faite à l'idée que j'en avais pas parce que je me considérais beaucoup trop vieille comparativement à ma mère. Oui. Et l'idée a fait son chemin et j'ai eu mon premier enfant à 37 ans. 37 ans, mon deuxième à 42 ans. Alors, petite surprise. Et c'est tout à fait parfait pour moi. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des enfants autour de la quarantaine. C'est vrai. C'est correct parce que j'aurais pas pu le faire avant parce que j'étais en voyage, j'étais mannequin, puis j'aimais ce que je faisais beaucoup. Puis j'étais pas dans une position pour avoir des enfants. Tu fais pas des bébés à Hong Kong, tu sais. J'y avais pensé là-bas aussi avec mon copain de l'époque, mais ça se pouvait pas. Et je suis très heureuse de ne pas être passée à côté de ça, d'avoir des enfants, parce que c'est la plus belle expérience de ma vie à moi. Et ça a donné un sens à ma vie, parce qu'avant, je ne m'occupais que de moi, de ma carrière, de mon plaisir, de mes voyages. C'est le fun. Mais à un moment donné, je tournais un petit peu en rond. Puis ça a vraiment donné tout un sens à ma vie. Puis ça m'a réappris à me connaître et à me brancher sur moi en me branchant sur eux. Puis c'est vraiment... tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie. Je suis une maman à temps plein. Puis j'essaie d'avoir une carrière à côté. Parce que mon conjoint est très occupé. Oui. Puis mes enfants sont demandants, sont tout petits, puis j'aime ça, être une mère. Il n'y a rien que j'aime plus qu'être une mère. Moi, je suis la maman qui... Je vais à la pêche avec mon fils, on en reparlera, mais je fais tout avec mes enfants. Je suis la maman à quatre pattes qui joue dans la terre puis qui se déguise avec eux. Là. Donc, une super maman, on va dire. J'aime bien ça. Puis leur bonheur est mon bonheur. S'ils sont heureux, ça me rend heureuse. Sauf qu'il y a un danger là-dedans, parce que Je sais. les enfants ne sont pas toujours heureux. Hein? Puis ils ont des phases. Absolument. Là, on va dire, ne pensons qu'à l'adolescence, qui n'est pas le moment. Je ne veux pas y là. penser encore. Merci. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore rendus 11 ans préado. Oui, ça sent ça commence déjà. Mais en même temps, tu sais, quand on a beaucoup pris dans la vie, c'est le temps aussi de donner, puis tu es dans ce bout-là. Toi. Exactement. Sauf que là, je commence à me dire, bon, j'ai pris vraiment 10 ans de pause pour juste m'occuper de mes enfants en faisant un petit peu de météo. Et là, j'ai le goût de réembarquer dans la roue du travail. Parce que moi, mes enfants ne sont pas à la garderie. Hein. Je suis restée à la maison avec eux. Tu t'en es occupé à 365 jours. À 3 ans, j'ai commencé à les mettre pour qu'ils socialisent. Mais vraiment, je m'en suis beaucoup occupée. Mais effectivement, il faut que je reprenne ma vie de Lynn que j'ai mis en hold pendant 10 ans. Mais c'était un choix. Puis comme ton conjoint est plus vieux que toi, lui, il a déjà vécu le bout de paternité. Oui, exact. As-tu l'impression que tu as comme le 2/3 de la responsabilité de l'éducation de tes enfants ou c'est assez partagé? Bien, en fait, c'est surtout le fait qu'il est encore très occupé. Tu sais, les acteurs qui fonctionnent dans des carrières particulières, comme les politiciens, comme... Mais lui aussi, je veux dire... Il a une carrière tellement prolifique. C'est ça. En plus, ça n'a jamais lâché. Écoute, il y a des bouts de temps où il disparaît dans sa bulle, il tourne 5 jours par semaine, puis les journées de tournage sont de plus en plus longues. Donc, oui, effectivement, c'est sûr que c'est moi qui est à la maison. Qui a la charge. Qui a la charge. Lui travaille. Au moins, j'ai la chance de ne pas avoir à payer de loyer parce que lui, il s'occupe de ce bout-là. Donc, c'est correct, c'est un accord. Des fois, c'est sûr que tu te dis, bon, OK, ce serait mieux si c'était égal, mais dans notre cas, à nous, c'est pas possible parce que moi, j'ai pas de carrière en ce moment. Je peux pas payer les billes. Lui, il a une belle carrière, puis c'est correct. Comme ça te nuit-tu d'une certaine façon d'avoir un conjoint aussi connu que lui par rapport à ton développement professionnel? Je pose la question comme ça. Bien, j'ai aucune idée, mais j'ai l'impression que souvent que les gens ils se disent, bien, elle, on sait bien, elle n'a pas besoin de travailler. Parce que lui, elle travaille, est avec quelqu'un. Mais c'est pas vrai parce que moi, je veux je veux être indépendante financièrement, c'est sûr. Oui, absolument. Puis j'ai toujours payé mes trucs. Donc, écoute, c'est dur de dépendre de quelqu'un. C'est la première fois de ma vie. Mais des fois, tu n'as pas le choix, tu sais. Ça a été des années où c'était intense avec 2 enfants, donc je pouvais pas, en plus, aller travailler à temps plein pour plein de raisons. Mais c'est correct. Ce que j'admire de toi, c'est justement de ne pas te servir de ça. Parce que tu pourrais prendre tranquille, dire mon mari travaille, il fait de l'argent. Ah mon Dieu, mais moi, je pense même pas à ça. Non, mais c'est ça, je le sens pas chez toi. Ah non, mais vraiment pas, vraiment pas. Tu sais, je vais magasiner, il faut que je dépense mes sous à moi, pas les siens. Je suis faite comme ça vient du fait que je travaillais à 15 ans. À 12 ans, j'avais une clientèle, je gardais partout. Tu gardais des enfants. J'ai besoin d'être indépendante. C'est une bien belle qualité que l'indépendance. Le moment présent, tu le vis bien, le moment présent? Es-tu toujours dedans? Oui, en fait, ça, c'est quelque chose de particulier. C'est qu'il y a des gens, j'ai plein d'amis qui préparent leur avenir, qui préparent leur retraite ou qui sont nostalgiques du passé. Oui, moi aussi. Moi, je m'ennuie pas. Le monde, il me dit, ça doit te manquer, tes années de mannequinat où tu voyages. Non. T'es-tu comme moi? J'ai pas de photos de cette époque-là. Je garde rien. Bien, j'en ai dans des boîtes, mais je regarde jamais ça. Mais c'est pas si je reviens pas en arrière. C'est ça, exact. Non. Moi, je suis dans le moment présent. En ce moment, mes priorités, c'est ça. Ma vie, c'est ça. Puis qu'est-ce que j'ai à faire? Je pense
ni au passé, et ni vraiment au futur. Mais comme tu as de jeunes enfants, ça aussi, ça nous garde dans le moment présent. T'as pas le choix. Ouais. Mais moi, j'aime ça être dans le moment présent. Je suis faite comme ça. J'ai toujours été comme ça. Puis j'avais lu un philosophe au cégep, je ne me souviens plus lequel, qui disait que la clé du bonheur, c'est de vivre dans le moment présent. De ne pas avoir de regrets par rapport au passé, puis de ne pas trop t'inquiéter pour l'avenir, mais de triper dans le moment présent. Moi, tu vois, Jean Lapointe m'avait expliqué sur une espèce de graphique, il me disait, tu sais, en arrière, il y a des regrets, puis en avant, il y a de l'anxiété. Il n'y a que le moment présent où il n'y a rien, là. Exact. Donc, de là, l'importance de le vivre. Bien, moi, j'essaie vraiment... Bien, je suis faite comme ça, Oui. mais j'essaie aussi de me ramener au moment présent tout le temps. L'amitié, j'ai l'impression, je dis ça comme ça, j'ai l'impression que tu n'as pas tant d'amis que ça, mais que tu en as de très près. Exact. J'ai des vieux amis que je traîne depuis longtemps. De ton enfance? Non, pas de mon enfance, mais disons de 18, vers mes 18 ans, début de l'âge adulte, ben, quand des gens même. que j'ai rencontrés. C'est Quand du monde même. que je traîne depuis 30 ans. Puis c'est quelques amis qui sont toujours là. J'ai des amis aussi qui habitent encore à Hong Kong, à l'autre bout du monde, mais des amis vraiment précieux avec qui en qui j'ai totalement confiance. Donc, du monde des fois, on se parle pas pendant des mois, on se revoit, puis c'est comme si c'était hier. Puis des gens à qui tu peux tout dire, il Oui. n'y a pas de jugement, et que tu peux aider Oui. aussi. Donc, je suis beaucoup dans... Mes amis, c'est comme ma psychothérapie, tu sais. Puis eux aussi, moi, j'aide beaucoup. Des amis Ouais. à moi qui ont des problématiques de vie. Oui, Ouais. je suis beaucoup... j'ai une bonne vision de l'extérieur sur ce qui peut les aider, et j'aime ça, aider des gens dans leur carrière, donner des idées, tout ça. J'adore faire ça. Puis mes amis, en échange, m'écoutent aussi. Puis me donnent aussi leurs conseils, me font voir la réalité. On ne choisit pas nos parents, ni nos frères, ni nos sœurs, mais nos amis, on peut faire le choix. Ouais. Et de là, les choix judicieux qu'on peut Ouais, faire. exact. La pêche, tu en as parlé un petit peu avec ton gars. Tu En vas à la fait, pêche? Félix, c'est pas un sportif. Il est une personne anxieuse. Donc, il aime beaucoup la nature. On a un chalet. Et j'ai commencé à pêcher avec lui. Ça il tentait chez ma mère à Rivière-des-Prairies. Puis T'avais-tu déjà fait ça, toi, sur le bord de la Rivière-des-Prairies? une fois dans ma vie, OK. Pas dans plus un que voyage ça. de... Non, pas pantoute. J'aime pas les vers de terre, j'aime pas le poisson. Non. Mais bref, j'ai commencé à les pêcher avec mon grand, Félix, depuis 2 ans qu'on pêche. Puis je l'amène dans tous les lacs, dans les cantons de l'Est. On s'installe. Lui pêche. Moi, je l'aide à décrocher les poissons. Mais moi, je fais des photos parce que je tripe sur la photo. C'était mon autre sujet. Ah oui? Alors, on va dans des endroits où il n'y a pas un chat. On est en pleine nature. C'est magnifique. J'adore la nature. J'adore regarder. J'adore me reconnecter, moi, dans le silence, dans la nature. Silence, c'est ce que j'allais dire. Moi, J'en c'est ai ce qui me... tellement besoin. C'est ce qui me frappe le plus quand on est en nature, le silence, malgré qu'on entend les bruits des oiseaux puis bon, de la nature Ouais. en général. Mais moi, j'ai vraiment ce besoin-là parce qu'en vieillissant, j'aime de moins en moins les grandes villes. Je me rends compte de ça. Et j'ai de plus en plus besoin de me reconnecter sur la nature. Puis j'aime observer. Moi, comme je te dis, je fais des photos tout le temps. J'ai un compte Instagram où je mets plein de Oui, j'en ai photos vu, de c'est plein vrai, d'endroits. c'est vrai. Je suis toujours en train de faire des photos de rien, de lac, de ciel. Mais ça fait des photos magnifiques, mais c'est des moments magnifiques avec mon Bon, fils. justement, la photographie, puis moi, Ouais. c'est un moment que l'on capte, que l'on voit à travers son œil et qu'on capte avec une caméra. Toi, c'est une de tes passions, ça. Oui, et dans mon cas, j'ai commencé, ça fait longtemps que je tripais sur la photo, mais j'ai jamais eu vraiment de caméra, mais j'en faisais quand j'étais jeune, des photos de mes amis mannequins, tout ça. Mais j'ai commencé avec mon iPhone, avec des applications. Et là, je vois quelque chose, je le photographie, mais je le transforme à mon goût, à moi. Je rajoute des couleurs, je rajoute du contraste, et ça donne comme des peintures. Et je tripe... C'est très drôle. Je te comprends. Mais je tripe vraiment là-dessus. Donc, oui, je saisis le moment, mais je le mets à ma façon, à moi. Je colore mon univers. C'est assez drôle. C'est une très belle idée que de colorer son univers. J'adore Parce ça. qu'il n'y a pas puis, toujours les couleurs qu'on veut qu'il y ait. Exact. Alors, j'aime beaucoup la photographie. Et sur mon blog, je fais toutes mes photos à partir de mon iPhone. Et ça donne de très beaux résultats et c'est très personnel. Donc, c'est vraiment une passion. Puis un jour, Sophie Thibault, avec qui je travaille à TVA, qui tripe vraiment photo, qui est une excellente photographe, puis on jase souvent de photos et je lui disais, un jour, moi aussi, il va falloir que je m'équipe avec une vraie caméra Une vraie comme toi. caméra. Ouais. Lynn, moi, je ne suis pas étonné, mais je ne sais pas si toi, tu es étonné de tout ce que tu nous as dit depuis le début de l'émission. Je suis vraiment une hyperactive. Hein? Je parle tout le temps, tout Mais le temps, c'est tout le correct. temps. Écoute, tes amis t'appellent la tornado, c'est pas pour rien non plus. Non, je suis toujours pressée. Tu me demandes comment ça va vite. J'essaie de ralentir. Je suis la personne la moins zen au monde qui essaie d'être zen. Tu sais, genre, tu m'en vas faire une classe de yoga, je reviens folle au bout de 2 minutes. C'est plate, le yoga. Moi, je suis pas capable. Tu sais, puis je suis invitée à cause de mon blog à toutes sortes d'événements comme ça, de yoga.
Quoi? Oui, c'est ça. Ah non, moi, j'aime mieux boxer puis aller monter le Mont-Royal à vélo, tu sais. Super active. Bon, du jus, s'il te plaît. C'est ça, s'il vous plaît, c'est le nom du bloc. C'est-à-dire que je dis que les gens sont la somme de leurs expériences, mais aussi de leur réflexion face à la vie. Oui. OK, d'abord, 3 moments qui ont changé ta vie. D'abord, le premier, puis on en a glissé un mot au début, c'est d'avoir lâché ton emploi à Belle, alors que tu aurais pu finir tes jours là. Hey, tu serais déjà à la retraite ou presque. J'étais quasiment à 10 ans d'ancienneté. C'est ça. Tout le monde me disait, lâche pas ta job, c'est ça, tu vas être à la retraite très jeune, tu vas avoir une stabilité. Mais ça me faisait plus triper. Ça m'a fait triper pendant mes études. Puis là, il y avait l'opportunité de voyager. Par contre, c'est peurant parce que tu laisses un revenu, tu es devant rien, tu changes de pays et tout le monde te dit non, tu ne pourras pas faire ça, pourquoi tu fais ça? Il y a beaucoup de gens autour La qui ont majorité peur. des gens qui ont peur pour toi, mais ce sont leurs peurs à eux. Ouais. Et là, il faut que tu dises, moi, Lynn, est-ce que je suis capable d'assumer le fait que je débarque à Hong Kong puis que je ne sais pas si ça va marcher puis que je ne sais pas si je vais faire des sous? Et quand tu as juste toi à t'occuper, il n'y a aucun danger. Non. C'est juste que je revienne à la maison parce que ça ne marche pas au bout de 6 mois. J'ai quand même des économies un petit peu. Donc, le fait de sortir de sa zone de confort, de plonger puis d'aller vivre d'autres expériences, c'est super important. Moi, dans ma vie à moi, là, comme je te disais, je suis vraiment au moment présent puis je veux vivre des expériences. On a probablement juste une vie à vivre. Oui. Puis il faut en profiter puis faire des trucs qui nous font triper. Puis moi, ce qui me faisait triper, c'était de voyager. J'aime ça me faire parachuter en Chine dans un village où ils n'ont jamais vu de blanc. Puis j'arrive là, puis il n'y a quasiment pas d'électricité. Puis que, waouh, où c'est que je suis? Puis tout le monde m'examine, puis moi, j'examine tout le monde. Ça m'a déstabilisé. Totalement. Oui. Je suis une aventurière. Dans l'âme, je suis vraiment une aventurière. Première journée à Hong Kong, sûrement pas, là. Ça a dû prendre quand même un petit bout de temps à en fait, j'avais quelqu'un qui m'attendait, j'avais des amis. Donc... Mais par contre, je cherchais mes repères. J'allais des fois en Chine faire des castings dans les nouveaux territoires, puis les écriteaux étaient juste écrits en chinois. Tu fais quoi? Chauffeur de taxi, il ne parle pas anglais ni français. C'est vrai. Il parle juste chinois. J'avais appris la base du cantonais, mais quand même... Mais j'aimais ça avoir peur parce que j'ai été dans des situations des fois où j'ai eu peur. Aux Philippines avec les guns. Il m'est arrivé toutes sortes d'aventures dont je vous reparlerai un jour. Mais il m'est arrivé vraiment des moments où j'ai eu peur. Je me disais, waouh, je suis au bout de nulle part. Il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là. On est 2 personnes, on a un gun. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. Mais en général, je ne suis pas une personne peureuse. C'est pas de l'inconscience, c'est juste de la confiance? C'est de la confiance, puis comme je te disais, ça a tout changé depuis que j'ai eu mes enfants. Je comprends aussi. Tu deviens responsable. Bon, justement, ça m'amène sur le prochain sujet, la naissance de tes enfants, Félix en 2003 et la fin de l'insouciance. En 2007. C'est choc quand même, parce qu'on romantise un peu ce que c'est que d'être parent d'un enfant, mais quand on le vit 24 heures sur 24, c'est le choc, là. Et là, tu commences à avoir peur pour les autres. Oui. Parce que moi, j'avais pas peur pour moi, mais là, j'ai commencé à avoir peur pour eux pour plein de raisons. Ils vont-tu se faire mal? Il va-tu arriver ici? Lui, il se casse la jambe. Il y a plein de problèmes qui arrivent. Et là, tu commences... Tu as un bébé, tu le couches, ils disent de ne pas le coucher sur le ventre. Il dort sur le ventre, il dort... Il est encore vivant. Tu commences vraiment à te soucier des autres, mais à une puissance 1 million. Là. Et tes choix sont maintenant faits en fonction de tes enfants. Moi, tous mes choix, ma façon de choisir dans la vie a complètement changé. Puis tu connais, pour la première fois de ta vie, l'amour inconditionnel. Bien, ça, c'est génial. C'est génial. Il n'y a rien de plus merveilleux que ton enfant, que tu vas réveiller le matin dans le lit. Moi, je me colle encore. Je suis hyper affectueuse. Je me colle contre mes enfants. Ma fille était toute chaude le matin. Puis c'est maman, puis elle se colle. Puis je l'amène encore dans mes bras, le 6 ans. Je la descends en bas dans mes bras. Tu sais. C'est tellement extraordinaire d'avoir des enfants. Puis cette amour inconditionnel. Puis en même temps, quand arrive la maternelle, la première année, la deuxième, ensuite c'est des inquiétudes, le secondaire. Il faut tranquillement que tu te détaches de cet enfant avec lequel tu as peut-être même fusionné. Absolument. Moi, je suis très fusionnelle. C'est difficile de se détacher, c'est sûr. Mais en même temps, c'est un travail conscient pour leur bien, pour les amener à une indépendance, puis à un bonheur quand ils seront adultes, puis à être autonomes, tu sais. Mais... Je suis vraiment à l'écoute. Puis, tu sais, il y a des parents qui n'ont pas le temps. Je dis que j'ai jamais le temps, je suis tout le temps pressée, mais pour eux, je m'arrête. Pour eux, vraiment, là, de telle heure à telle heure, là, appelez-moi pas au téléphone, je n'ouvre pas l'ordi, c'est mes enfants, là, puis je donne les bains, puis je tripe.
Tu m'as parlé de papa qui travaillait au Bel, qui était un organisateur. Maman, étais-tu un peu comme ça? Absolument. Comme elle était à la maison? Ah, mon Dieu! Oui, oui, ma mère, elle donnait tout pour nous. Là. Elle a vraiment donné sa vie pour nous. Puis... Est-ce qu'elle est encore de ce monde? Oui, mes 2 parents. Mon père est malade, mais ma mère est... Mais les 2 sont encore là. Mais bref, ma mère, là, c'était la maman qui nous attendait avec des biscuits, le verre de lait en revenant de l'école. Et moi, ce choix de rester à la maison pour m'occuper de mes enfants, ça vient évidemment de ma mère. Oui. Moi, mes enfants, ils vont pas au service de garde après l'école parce que j'ai décidé que c'est moi qui allais les chercher à l'école à 4h moins quart tout le temps. Tu te donnes l'impression d'être un peu la mère idéale, comme ta mère l'a été, d'une certaine façon dans ta tête. Mais en même temps, on est en 2014. Oui, mais je suis plus égoïste qu'elle, dans le sens où elle a vraiment tout donné. Moi, je me suis toujours gardé une place pour ma carrière, mais en étant consciente que je veux être là pour mes enfants. Puis mes choix sont toujours faits. J'ai refusé beaucoup de travail, à 4 heures le matin, tout ça, des trucs qu'on va faire, que j'ai dit non parce que c'est moi qui étais à la maison le matin. Donc, j'ai fait des choix. Tu sais, quand tu dis non à un travail qu'on t'offre, tu sais comme moi que c'est difficile dans notre métier. On vieillit, on a de moins en moins d'offres. On va en prendre un autre parce qu'elle ne peut pas. Exact. Ouais. Et justement, c'est le fait de dire non à des gens, tu sais qu'après, tu vas être moins redemandé, tu auras peut-être plus d'offres comme ça. C'est difficile de dire non sur le coup, mais 2 minutes plus tard, je suis avec mes enfants, puis je regrette rien. Je regrette rien. Passé proche de la mort en 2011, puis je me souviens d'avoir suivi un peu sur ton Facebook. Tu ne donnais pas beaucoup de détails, mais je sentais que tu avais été au bord du précipice. Oui. Écoute, à un moment donné... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais te le raconter à toi, c'est la première fois. Je pensais que je faisais une gastro. On est allé manger au quartier chinois, revenu chez nous. J'ai commencé à avoir un mal de ventre le soir. Puis je me ramasse toute la nuit couchée sur le plancher à avoir une gastro, mais il n'y a rien qui sort, mais j'ai vraiment des douleurs graves. Puis le lendemain, je prépare les enfants, puis là, je dis à mon chum, à Marc, on va aller chez le docteur, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on va à la clinique. Puis ils me disent, bien, c'est une gastro, on revient après-midi, ça devrait se placer. Je reviens chez nous, mais c'est de plus en plus insupportable. L'après-midi, on va passer une échographie. J'étais à la clinique, j'attends, je suis en train de mourir. Puis là, on dit, c'est peut-être une crise d'appendicite, quelque chose comme ça. Puis là, ils découvrent une masse, tu sais, 11 cm. Wow! Dans le ventre, mais aussi du liquide dans les poumons. 11 cm? Oui, puis du liquide dans les poumons. Ça, d'habitude, quand tu as du liquide dans les poumons comme ça, tu es comme en détresse cardio-respiratoire. D'habitude, c'est un gros cancer. Alors, je suis rentrée... Écoute, je ne savais pas encore. Le doc, il me dit, va passer une résonance magnétique. Il me donne des antidouleurs. Le lendemain, ma vie normale, je m'occupe de mes enfants comme si rien n'était. J'ai plus mal parce que je prends des antidouleurs. Le lendemain, on s'en va passer une résonance magnétique. Puis là, il me dit, faut que tu t'en ailles à l'hôpital, Lynn. Je veux toujours pas aller à l'hôpital. J'ai pas le temps. Je m'occupe de mes enfants. C'est la semaine, j'ai pas le temps d'aller à l'hôpital. Je me ramasse à l'hôpital au Jewish. Il m'envoie au Jewish. Là, je suis comme, OK. L'urgentologue qui lit mon billet. Aussi, oui. Je suis allée après l'école. Pas caler une gardienne. Toujours un moment en premier. J'arrive là. Puis ils nous disent, j'attends même pas dans l'urgence en salle d'attente tout de suite. Puis d'un lit en arrière. Là, je suis comme, ben voyons. J'attends pas 2 heures comme tout le monde. Non, non, t'en vas en arrière, il me branche. Là, je suis comme, mais voyons, soluté tout de suite. Quelque chose de louche. Là, le docteur, il vient me voir, puis il me dit, on pense que tu as un gros cancer. Là, je suis comme, j'étais avec Marc. Quoi? Là, ton monde s'écroule, là. Écoute. Et là, c'est comme, mais voyons, ça fait pas de sens. Là, ça se bouscule dans ta tête, hein? Panique, panique, panique. Mes enfants. Non. La famille, la chambre, qu'est-ce qui va arriver? Là, j'attends sur le lit. Puis là, ils me disent, on te prépare une chambre. Tu restes, tu retournes pas chez vous. Là, je suis comme, non, mais c'est pas, j'ai des enfants, faut que je retourne chez nous, là, même avec le spectre du cancer. Et là, je leur dis, OK, je vais retourner chez nous, préparer mes affaires, ramasser mes affaires, puis je reviens après. OK, quand les enfants vont être couchés. Je reviens après. Là, j'en ris maintenant, mais c'était pas drôle pantoute. Là, je suis là à l'hôpital, puis ça va vraiment pas bien, là. Tu fais ta valise en disant, ça se peut que je revienne plus à la maison, là. Moi, je me dis, ça se peut pas, ça se peut pas. Tu peux pas y croire, tu sais. Non, c'est ça. Et je passe une première semaine à l'hôpital à faire tous les tests. Je pars tout le temps à Civière faire un test ci, un test ça, tous les tests partout, les scans, résonance magnétique, tout le truc dans la gorge. On les fait toutes. Puis ils trouvent pas de cancer, mais ma docteure a l'air vraiment inquiète. Puis à un moment donné, écoute, ça se peut pas. Écoute, je te raconte ça, là, j'avais le ventre bien gonflé. Puis je disais à ma docteure, comment ça fait que j'ai le ventre si gonflé? Puis là, elle met une sonde, toi. Là, je te raconte des choses vraiment intimes. Elle met une sonde. J'étais sur le bord ma vessie était sur le bord d'exploser à quelques heures près parce que j'évacuais plus. Il y avait une occlusion, genre. Oui, et j'étais gonflée. Fait que le 10 cm, c'était ça? Non, c'était autre chose. Mais j'étais sur le bord d'avoir une explosion. J'étais à quelques heures de mourir, de crever de ça. C'est complètement ridicule. Il était très fâché contre les infirmiers. Mais bref, tout ça pour dire que on fait des tests. Ma docteure trouve rien, puis elle me dit, là, je vais t'ouvrir, puis on va aller voir c'est quoi.
Fait qu'elle me dit, je peux-tu enlever? Non, je dis, gars, fais ce que tu veux. Ouais, là, c'est tu ça. fais ce que tu veux. Sauve ma vie, puis c'est tout. Là. J'ai des enfants, j'en veux plus de bébés. Puis c'est ça. Donc, écoute, j'ai passé 19 jours à l'hôpital parce qu'après, j'ai eu des problèmes post-opératoires. Ils ont enlevé la masse, un ovaire. J'avais eu une torsion d'ovaire qui a fait que ça a fait grosse douleur. Tu sais, elle me disait, la doc, Lynn, quand t'as mal comme ça, t'appelles 911. Moi, elle dit, sur l'échelle de 1000, cette douleur-là, c'est 1000. Aïe, Comment se fait que t'es restée chez c'est vous? ça. Alors, j'ai appris à crier plus fort quand j'ai mal. C'est de pas s'occuper de soi, de pas s'écouter. Donc, c'est une masse, mais qui n'était pas cancéreuse. Non, c'est ça, mais ça a pris un autre 3 semaines avant qu'ils examinent le tout, puis qu'ils disent, bon, t'as pas le Ils passent cancer. la biopsie, puis qu'ils disent, OK, correct, finalement. Hey, 3 Fait que c'est semaines à attendre. un 5 semaines à penser que tu vas crever peut-être avant Noël, puis on est au mois de novembre. Bref, gros choc dans ma vie. J'avais pas de cheveux gris, et tout à coup, Pow! plein de cheveux gris qui sont sortis. Ça a vraiment... tu vois, quand j'étais à l'hôpital, là, j'étais obligée d'être immobile. Ça, je trouvais ça assez flyé, d'être obligée de regarder la télé. Moi, que j'aimais le temps de regarder la télé. J'avais la télé dans mon lit d'hôpital. Mais ça m'a fait réaliser à quel point la seule chose qui était importante dans ma vie, c'était ma famille. Oui, le reste n'importe plus. Ouais. Ma famille, ma maison, c'est vraiment la seule chose à laquelle je pensais, c'était ça. Sais-tu quoi? J'ai l'impression que c'est pas parce que tu le savais pas, mais ça l'a confirmé. Ça se peut-tu? Bien, je le savais. C'est Non, ça, je le hein? savais, mais ça a encore plus confirmé. Donc, ça a beaucoup changé ma façon de m'inquiéter par rapport aux petites choses. Puis de voir aussi, et ça fait partie de tes citations, où tu me dis « Vieillir est le seul moyen que j'ai trouvé de ne pas mourir. » Quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné, puis je suis comme... C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Hein. Tu sais, les gens, ils disent, ça te dérange-tu de vieillir? Je suis comme, pas pantoute, j'espère Oui, de bien sûr. vieillir. Mon grand-père est mort à 101 ans. Moi, puis je c'est suis pas qu'on réalise pas ça. J'espère que je vais devenir une vieille mémé, Colin. Toute Parce que ça veut dire flippée. que je vais être C'est ça, grand-mère, puis exactement. que je vais être là pour mes enfants C'est puis ça. leurs petits-enfants. Moi, je veux vieillir. Je veux pas mourir. Non, c'est ça. Donc, oui. Ta prochaine, c'est « Ce n'est pas la destination, mais la route qui compte. » Encore là, tu sais, les gens rêvent de quelque chose. Oui, moi, je rêve d'avoir, mettons, une émission de télé, tout Bien ça. sûr, bien sûr. Mais tout le processus en attendant, où j'ai de la misère, j'essaie des affaires, je suis dans un processus de trouver des idées, de créativité, d'essayer de trouver des façons pour y arriver, absolument. de stratégie. Bien J'adore sûr. cette partie-là. C'est comme quand j'allais me chercher des gros contrats de mannequin, j'allais aux auditions, j'aimais autant ça que quand je faisais la job après. Tu sais, j'aime ça, moi, la route. Quand je voyageais, j'allais en Asie. C'est long, 25 heures d'avion. J'aimais ça. Je m'assoyais, je regardais des films, je mangeais, je disais, j'aime les aéroports. J'aime faire le voyage. Et dernière de tes 3 citations, « Il faut oser dans la vie, sortir de sa zone de confort, one life to live. » C'est ce qu'on dit depuis le début. Tu sais, c'est vraiment ici qu'on expérimente puis qu'on peut vivre nos rêves. C'est ici, maintenant. C'est pas quand tu vas être mort. C'est pas dans 10 ans. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, il faut essayer de faire des choses qui nous collent à la peau, qui nous passionnent, puis ne pas se mettre de limites tout le temps. Moi, je m'en mets, mais j'essaie de les éliminer, les petites voix de ta gueule. Je sais que ça va marcher. Tu comprends-tu? Croire puis avoir la foi, puis mettre toute sa passion. On peut arriver à de belles choses. Mon instinct m'a bien servi. Je savais qu'on allait avoir un échange d'enfer, toi et moi. C'est fou, hein? Écoute, moi, j'avais très peur. Puis comme je te disais, je suis pas habituée de parler de moi. Ouais. C'est un peu... C'est ma timidité, je pense. Puis Puis tu sais, quand on s'entend parler, il y a aussi des choses qui... il y a des choses dont on parle pas d'habitude. Non, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, quand tu viens faire une entrevue, tu es ici pour parler. Donc, c'est très agréable. Puis la personne que tu es, et je le disais tout à l'heure, c'est la somme de toutes tes expériences. Tu sais, c'est ça qui fait que, bon, on laisse, ou pas, mais souvent, on essaie de laisser un bon souvenir aux gens qui vont nous avoir côtoyés, à nos collègues, ainsi de suite. Là, si on presse le citron. Ah ouais, donc. Toi, tu as fait des entrevues au cours de ta carrière. Oui. Si tu as un invité, là, puis tu te dis, il va-tu m'en donner un petit peu plus? Toi, tu m'en as déjà donné pas mal. Donc, c'est 10 questions. J'ai décidé de prendre des termes météorologiques. Je me suis dit, ça connaît quand même. Ça fait comme 12 ans que tu fais ça à la TVA. Alors, je prends des mots, puis ensuite, je greffe une phrase, puis tu me dis ce qui te vient en tête. OK. OK? Essayons. Accalmie. Vis-tu bien dans le calme absolu? Oui, absolument. Quand je vais à la campagne, les week-ends, quand on peut y aller, là, la calmie, effectivement, le silence, la paix,
Je vis très, très bien dans l'accalmie et ça me permet de me ressourcer et me redonner de l'énergie pour me relancer la semaine suivante. Donc, oui, absolument, Ça fait j'adore. longtemps que tu es bien dans le silence? Oui, quand j'étais jeune aussi, je m'isolais. J'ai besoin des moments dans ma bulle, des moments à moi, parce qu'effectivement, je suis une tornade. Je déménage, je suis pas calme. Autour de moi, il y a beaucoup de mouvements. Et oui, effectivement, j'ai besoin de me... Tu sais, je faisais du jogging quand j'étais plus jeune, quand j'avais encore des genoux, puis c'était mes moments à moi. Mais t'as encore des genoux, là, j'en vois deux. Oui, là. mais il y en a un qui fonctionne pas. Ah, OK, correct. Mais oui, effectivement, j'aime l'accalmie, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de plus en plus, je te Le dirais. plus beau moment de calme que tu peux avoir dans ta vie, c'est où? C'est quand? À la pêche avec mon fils. Ouais. Ouais, sur un quai au bord d'un lac, puis on voit des canards, puis ils pêchent. C'est absolument, absolument génial. Moi, c'est le bruit du plomb qui tombe dans l'eau. Tu sais, On n'en met pas de tu sais, plomb, le- nous autres. Ah non, vous avez... Tu sais, le genre... Tout le temps. Le genre de... Oh, ça, j'aime ça. Ah, c'est le fun, la pêche. Autre terme météorologique, brouillard. Ce matin, il y en avait en Oui, il y en main avait, ici. c'est vrai, beaucoup Et même. j'avais le cerveau dans le brouillard, effectivement. Je me suis dit, comment je vais faire pour parler? Je suis dans le brouillard le matin, tant que j'ai pas pris C'est mon drôle premier que tu me café. dises ça, parce que moi, ce matin, j'ai pas eu une grande nuit. Je me suis levé, tu sais, j'avais un peu de polyphylla dans le cerveau. Ben, moi aussi. Mais tu vois, c'est correct, on a passé au travers. Donc, brouillard, qu'est-ce qui te guide quand tu es perdu? Ben, ça arrive des fois qu'on est perdu. Dans la vie, ah oui, absolument. Mes amis, je te dirais que quand Tes j'ai... appels? Non, on se voit. Je Il sors voit, prendre un verre. il voit que peut-être que... J'appelle, je suis comme, hey, regarde, j'aimerais ça qu'on se voit. J'ai besoin de jaser de quelque chose. Puis je suis dans le brouillard, là. Ouais. On n'a pas besoin de se le dire. Ils me connaissent. C'est ça. C'est comme, on va-tu prendre un verre ensemble? Ça me ferait vraiment plaisir. Il y a mes bons amis qui s'appellent Éric. Éric, on va-tu prendre un verre ensemble? Ça me ferait vraiment plaisir. Puis tu vois, de parler avec quelqu'un qui ne te juge pas, qui te connaît bien, ça me sort du brouillard. C'est rare qu'on ait cette capacité-là de sortir de notre... comment je vais dire? Notre zone sensible. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que tout le monde sache qu'on... Non, mais quelques amis, par contre. Ouais, moi, c'est c'est vrai. vraiment... Je me confie pas nécessairement à ma famille. Non, c'est ça. C'est vraiment à quelques amis. Comme je te disais, j'en ai une poignée, là. Es-tu capable de tout dire? Absolument. Ah, ouais. Ah, oui. Absolument. Je parle facilement. Je suis plutôt dans l'honnêteté. Tu sais. J'ai pas beaucoup de filtres. ouais. Donc, j'ai de la misère à ne pas dire, en fait. Puis tes amis, est-ce qu'ils te rentrent dedans des fois en disant, écoute, là, tu es dans Absolument. le champ, t'es dans le champ, là. Absolument. Ben, ça prend des bons amis pour nous dire. Ah oui, non, ils sont durs. Il y en a qui sont durs, puis après ça, ils me rappellent, excuse-moi, j'ai été dure. Mais tu avais besoin d'entendre Ouais, ça. c'est ça. Mais on se connaît. Oui. Avec les années, tu peux te permettre ça avec des amis. Je fais la même chose avec eux. Ouais. Une de mes chums, l'autre fois, qui me racontait quelque chose, comme non. Non, on va pas là, ça marche pas là, c'est pas bon pour toi. Bon, sans me dire pourquoi, est-ce que ça fait longtemps que tu as été dans le brouillard ou... Ben, il y en a tout le temps, des brouillards. Ouais. Des périodes où tu te poses des questions, tu te questionnes par rapport à plein de trucs, tu sais. Par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport à... Il y en a, tu sais. OK. Chaleur. Oh, j'aime ça, la chaleur. Bien, c'est ça. Est-ce que tu préfères la chaleur d'un feu de bois, dans un foyer, ou celle d'une nuit étouffante dans les tropiques? Ah, la nuit étouffante dans les tropiques. Ah, Je suis oui. un cancer, moi. J'aime la chaleur. Je déteste l'hiver. Une des raisons pourquoi j'avais fui à Hong Kong, c'était pour me pousser de l'hiver. J'aime pas le froid. J'aime l'hiver, j'aime la neige, mais j'aime pas le froid. Moi, mon rêve ultime, c'est de vivre au bord d'une plage puis de faire pousser des bananes, tu sais, puis d'aller prendre des marches avec le bruit des vagues. Ça me manque beaucoup, hein. J'aimerais ça. Tu sais, je voyageais beaucoup avant pour me ressourcer Bien dans sûr, le bien silence. Tu sûr. parlais de silence tantôt. Ça me manque l'eau. Tu sais, j'ai été élevée au bord de la rivière des Prairies, tu sais, avec une vue, de l'espace, puis l'eau, ça calme. Donc, mon côté hyperactif est beaucoup calmé par l'eau. Et oui, absolument. Le sud, une fois par année, là, puis comme j'en prendrais beaucoup plus souvent, mais tu sais, on voyage plus comme ça. Là. Cancer, c'est un signe d'eau? Je me pose la question. C'est un signe d'eau, oui. Ouais? Oui, OK. c'est poisson, cancer. Et Donc, tu as scorpion. toujours besoin d'un élément d'eau. Ça Habites-tu me sur le bord d'une rivière? en ce Non, moment? je suis en pleine ville. Pleine ville, Avec aïe. le bruit des C'est le fun. des pompiers, Ouais, puis puis des ambulances. puis tout, ouais. Exact. OK. Dépression. Est-ce que tu as déjà touché le fond? Non, mais oui, pas le fond-fond, mais j'ai des moments dépressifs. Oui, absolument. Je suis une personne qui fait de l'anxiété, qui s'inquiète. Malgré tout ce que je dis, j'essaie de vivre dans le présent, d'être positive, mais comme tout le monde, il y a des choses qui arrivent. Tu sais, juste, mettons, si on parle de carrière, tu essaies de te relancer dans ta carrière, puis tu fais des projets, tu travailles fort, puis oups, ça marche pas. La porte Oups, au ça fond, aboutit pas. ouais. C'est dur. Tu retombes dans ton creux, là, puis tu te dis, bon, ça marchera jamais, je pourrai pas réussir. Mais de moins en moins longtemps, parce que je me conditionne, puis je me force à me
à me brancher sur les trucs qui marchent, à voir le positif, puis à me dire non, ça va marcher, non, ça va marcher. Fait que, tu sais, oui, il y a des petits moments là, de creux dedans. Tu le prends dur, tu le prends personnel, puis pourtant, ça n'a rien à voir. Des choses de la vie, des gens qui vont pas bien, des gens qui sont... Tu sais, j'ai perdu 2 de mes amis qui allaient au secondaire avec moi, qui sont décédés dans les 2 dernières années, dont une il y a à peu près un mois, tu sais. Maladie, des filles de mon âge, puis c'est comme... Là, ça crée un gros down. Les balles qui sifflent sur le bord de tes oreilles, puis tu te oh dis, my God. c'est ça la vie, là, quand on c'est ça, exact. Donc, les parents aussi vieillissent, ils sont malades. Fait qu'il y a des trucs qui te font sentir triste dans ta vie, mais je suis une personne, après ma barre, qui est très positive, optimiste. Mais je comprends l'anxiété, parce que ça, c'est normal. C'est-à-dire, on n'est pas coupé, non, c'est ça. Dire, de notre réalisme aussi. Tu as quand même tes émotions. Oui, c'est ça. Tu essaies de te raisonner, mais bon. OK. Foudre, t'arrive-t-il de te choquer au point de t'enrager? Ah ben oui. Puis ça revole? En fait, je gueule. Mais oui, je m'enrage, je me fâche. Il y a plein de choses qui me font hurler. Es-tu bon dans un couple d'avoir ce genre de tempête? Parce que restons dans la météorologie. Tempête, c'est des grosses discussions, mais c'est pas des tempêtes. Comme je dis, mettons aux enfants, là, faut vous chicaner, on discute. Oui. C'est normal. Il faut discuter. Il faut placer les meubles, je pense. Oui, puis il faut prendre sa place. Mais en général, je ne suis pas une fille colérique. Je suis vraiment très tempérée depuis que je suis mère en plus. Tu sais, comme tu apprends à parler aux gens sans te fâcher. Donc, je suis beaucoup plus dans le raisonnement logique. Je suis une personne très logique aussi. Donc... Ma femme est cancer, elle aussi. C'est-à-dire que je suis le coup à pourra... Elle vous dit... C'est quand même qu'on a... On est très émotifs, les cancers. On perd nos moyens. Elle n'est pas capable de parler là. Bien, moi, je suis comme ça aussi. Sauf que le lendemain... Elle te revient, elle y a réfléchi. Moi, je suis exactement comme ça. OK. Gelé, toujours dans les termes météorologiques. Qu'est-ce qui te refroidit instantanément, toi? Mon Dieu, ça... La familiarité, est-ce que ça pourrait être ça? Pas pantoute. Les gens snobs... Ah, oui. J'ai bien de la misère avec ça. J'ai vu ton statut hier. J'ai bien de la misère avec ça. C'est vrai, j'en ai parlé ça me touche vraiment parce qu'on travaille dans un milieu où il y a toutes sortes de monde, on deal avec toutes sortes de personnalités. Et les gens qui sont snobs pour x, y raison, fausse, totalement fausse, ça me gèle. Puis je me retrouve des fois dans des endroits où j'ai pas envie d'être. Je ressens aucun atome crochu avec personne. Puis maintenant, je me force plus à faire semblant. Je suis comme... Je me fais chier ici. Oui, je reste dans mon coin, je prends un verre, puis j'attends que ça passe. Mais je ne fais plus d'effort. C'est un mauvais moment qui va passer. Oui, je fais plus semblant. Comme des soirées de première ou des trucs, il y a des moments où tu n'as juste comme pas le goût d'être là. Exact. Tu croises du monde que tu aimes, tant mieux. Tu croises du monde que tu n'aimes pas, tu as juste hâte de t'en aller chez vous, puis c'est comme ça. OK, en rafale, lumière. Est-ce que tu préfères l'ombre découler sous la lumière des projecteurs? Là. T'es bien, là? J'aime ça, là. Ben oui. Mais comme je te disais, il y a un côté de moi qui a besoin. C'est non pas d'être dans la lumière, c'est de communiquer. C'est de donner aussi. De donner, de partager. Oui. Puis en même temps, je suis très bien dans ma petite bulle chez nous à écrire derrière mon ordi avec mes grosses lunettes, ma couette puis mes bas de laine. Je suis très, très bien aussi. Pression. Dans quel domaine de ta vie ressens-tu encore la pression d'être la meilleure? De moins en moins, parce que je l'avais beaucoup quand j'étais jeune, parce que j'étais une première de classe, puis j'avais de la pression. Donc maintenant, c'est moins là? Ah, bien moins là. Bien moins là. Et de plus en plus, je suis comme, garde, on fait une erreur, ça réussit pas, c'est pas grave. Mais ça a été longtemps difficile pour moi, ça. En vieillissant, hein? C'est peut-être l'avantage. Ça s'agit. Bon, sublimation. Est-ce que tu connais la terminologie? J'ai fallu que je fouille. Ah oui, donc? Bon, en termes météorologiques, c'est la transformation d'un corps de l'état solide à l'état gazeux. Donc la vapeur. Oui. Donc, en parlant de sublimation, en quoi es-tu en train de te transformer? Ça, je ne le sais pas. Écoute, on dirait que j'ai vécu plusieurs vies. Et je sais déjà ce que je vais faire à ma retraite. Oui. Quand mes enfants vont être à l'école, j'ai déjà mon métier. C'est déjà planifié. Tu sais. Oui, je vais être journaliste voyage. OK. Mais d'ici là, je suis en pleine transformation en ce moment parce que je suis dans une période de changement où ma fille vient d'entrer en première année. Et là, je tente de me réapproprier, de me refaire une carrière. Donc, le processus météo, j'ai travaillé pour un magazine. Mon blog était pour ce processus-là, Tornade Rousse, pour essayer de... Donc, tu n'es pas encore tout à fait à l'état gazeux, hein? Pas en tout. Je suis vraiment dans le... L'état, on ne sait pas trop. Dernier bloc de l'émission avec Lynn Sainte-Marie. Ça passe si vite quand même, non? N'est-ce pas? Wow! On en fait une heure de plus? Écoute, ça serait très moi qui voulais pas. Ben oui, c'est ça.
OK, hein, rafale, les choses que tu fais, ben, tu fais toujours la météo les week-ends à TV. Non, en fait, je suis remplaçante. Tu rappelles? remplaçante? Oui, OK. je remplace les week-ends la semaine. Ce mois-ci, ça fait 12 ans. Oui, Tu fais au ça. mois d'octobre, effectivement. Time flies. Oui, c'est Vraiment. effrayant. Si on m'avait dit, hein. Ouais. Une de tes occupations principales, c'est ton blog de la Tornade Rousse. Ouais. À www.lynne-sainte-marie. D'ailleurs, on va mettre l'adresse au bas de l'écran. Oui, absolument. J'aime ça, ce que tu fais. Ben, c'est cool, c'est très Je suis basé. pas une fan, là, je veux dire, mais tu comprends? En fait, le blog, hein, c'est vraiment Moi, je blogue mode, beauté, Ouais. sortie, tout ça, mais toujours à partir de mes expériences de ma vie moment quotidien, actuelle, puis oui. de partager Oui, avec les c'est gens tes expériences, tes connaissances, tout ça. C'est vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment trouvé mon médium. Ça permet d'être totalement créatif. Comme c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Indépendant, en plus. Totalement. Ouais. Mais il faut trouver une façon, par contre, de gagner sa vie à partir de ça. Puis en ce moment, au Québec, c'est impossible. Donc, il faut amener ça à un autre niveau. Mais je sens que tu es sur la bonne voie, Lynne. C'est gentil. Je travaille fort. OK. Donc, lynne-sainte-marie.com. Chronique beauté à Rouge FM à Mauricie. Ça, j'en ai fait 2 cet été dans le but de refaire de la radio. Oui. J'ai appelé un de mes amis qui est directeur des programmes là-bas, puis j'ai dit... Pierre Lamontagne que tu as appelé? Non, c'est Marc, mon Dieu. Ah, lui, Son nom là. m'échappe. Lui, Marc. Beau Marc. Bref, j'ai le goût de refaire de la radio parce que j'en ai fait à Z104. Ouais. Puis on m'avait approché des stations de Montréal, mais je suis tombée enceinte à ce moment-là. Et c'est le médium que j'ai aimé le plus, la radio, parce que Bon. micro. Oui, facile. Ouais. Facile, on peut habiller les Ouais, peignets. mais c'est aussi le contact Et aussi, oui, direct absolument, avec les gens. la proximité. Oui. Donc, sachez-le, Lynne aimerait faire de la radio. Écriture d'une émission de télé, t'aimerais aussi animer une émission de télé? Ben, Ta propre émission de j'en ai télé. écrit 2, Ouais, des concepts, beauté, femmes, tout ça. On essaye, on voit, mais c'est le fun d'écrire des concepts beauté. J'ai vraiment plein d'idées tout le temps. C'est correct. Donc, c'est juste de focusser sur quelque chose puis se mettre un but. Moi, je dis qu'il y a du feu en dessous de la marmite, puis ça bouillonne, puis c'est bien correct. Et ça bouillonne. OK. ouais. En attendant, éventuellement, une collaboration web, il y a d'autres choses qui s'en viennent Oui, peut-être. OK. pas encore déterminé. Je veux dire à nos téléspectateurs que si vous avez des commentaires ou besoin d'informations concernant notre émission, vous n'hésitez pas à communiquer avec nous. 450-973-8005. Vous pouvez aussi nous écrire par courriel à info@tvrl.ca. Si vous aimeriez revoir On n'est pas pressé ou partager cette émission sur le web ou sur vos réseaux sociaux, vous allez à tvlaval.com ou sur YouTube. À chaque fin d'émission, il est temps de regarder quelques-unes de mes Oui. émissions. Une citation qui me fait penser à mon invité. Celle que j'ai trouvée, elle est de Jacques Prévert, le poète et scénariste, OK. qui dit fort heureusement, la réussite, c'est l'échec de d'autres choses. C'est vrai, Exact. quand on regarde ça de même. Exact. Hein? Oui. Ouais. Quand Faut on vivre a un- des expériences. Ben oui. C'est Effectivement. quand on a un échec qu'on est obligé d'aller faire autre chose, puis l'autre chose, coudonc, ça nous Obligé amène. de repousser les limites. Exactement. Toujours. Ouais. Lynne, Hey, Eric, ça a été trop court. merci. C'est moi qui te remercie. Super cool. Vraiment, belle expérience. Ben voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission dont on n'est pas pressé. Bye tout le monde.